Qu'est-ce qui fait un bon film? Certainement la question que toute personne ayant voulu parler d'un film s'est déjà posée. Pourtant, vous vous en doutez, il n'existe pas de réelle réponse et le ressenti subjectif de chacun, qu'il soit basé sur sa sensibilité, son vécu ou les conditions dans lesquelles il découvre l'œuvre, fera qu'un film le marquera ou non. En ce sens, on peut donc se dire que les films capables de jouer avec nous sont plus susceptibles de nous marquer, pour le meilleur et pour le pire. Or, s'il y a bien quelqu'un qui a su manipuler son spectateur, c'est Alfred Hitchcock. Lorsque Olivier Assayas parle de lui, c'est d'ailleurs pour dire Hitchcock est le grand cinéaste manipulateur. Il joue au chat et à la souris avec le spectateur, met en place des mécaniques, des leurres, qui conduisent son public où il le désire. On peut d'ailleurs trouver cette manipulation perverse. Ce jeu avec l'information permet de créer un suspense. La peur de l'inconnu, si ancestrale soit-elle, trouve tout à fait sa place dans notre société aujourd'hui. C'est donc pourquoi je vais vous parler de deux films ayant voulu jouer sur cette peur. L'un étant un chef-d'œuvre, l'autre un nanar. The Wicker Man est l'œuvre du réalisateur Robin Hardy et du scénariste Anthony Shaffer. Au début des années 70, les deux hommes dirigent une société produisant publicité, pièces de théâtre filmées et documentaires pour la télévision. Lassés de leur train-train quotidien, ils décident de se lancer dans la création d'un des ovnis cinématographiques les plus fous de l'histoire du cinéma. The Wicker Man raconte l'histoire du sergent Neil Howe, appelé à enquêter sur la disparition d'une jeune fille, Rowan Morrison, sur l'île écossaise reculée de Summerisle. Chrétien intégriste, Howe est vite choqué par les mœurs très libres des habitants, pratiquant du paganisme celtique. À mesure qu'il se heurte au silence conspirateur des Iliens et de leur seigneur, l'énigmatique Lord Summerisle, Howe en vient à soupçonner le pire. Et si Rowan avait été assassiné? Je pense que ce film ne pourrait pas exister aujourd'hui. Le remake dont nous parlerons tout à l'heure en est d'ailleurs une preuve. Même à l'époque, les producteurs de Emi Films, qui pensaient avoir signé pour un film d'horreur classique, se sont retrouvés avec quelque chose d'inclassable sur les bras. Eux qui voulaient un produit pour concurrencer les œuvres de la Hammer, mythique société de production britannique principalement à l'origine de films fantastiques, d'horreur et d'aventure, n'ont pas voulu donner sa chance au film. Les producteurs frileux décidèrent en effet qu'il était trop long de 8 minutes. Mais comme, étrangement, le film ainsi amputé devenait difficile à suivre, ils en arrivèrent à la conclusion qu'il fallait aussi le remonter pour le rendre plus lisible. Christopher Lee fut affecté par ces coupes, n'hésitant pas à dire que le film n'était plus que l'ombre de ce qu'ils avaient tourné. Une scène capitale le voyait notamment expliquer l'histoire de l'île au sergent Howe. Pour prévenir toute possibilité de rendre au Wicker Man ce qui lui appartient, les sous-sols dans lesquels étaient stockées les bandes du film dans son montage originel ont subi une inondation qui firent disparaître la moitié des archives du studio. Une autre rumeur voudrait que les bandes originales du film aient été enterrées lors de la construction de l'autoroute britannique M3. Vous commencez à comprendre le caractère exceptionnel de ce film? Croyez-moi, ce n'est que le début. C'est donc au prix d'efforts considérables que la version Director's Cut qui circule aujourd'hui a pu être recréée, grâce à un enregistrement vidéo de promotion et des rushs préservés par le réalisateur soupçonneux suite au premier test screen en compagnie des producteurs. Le film lui-même est particulier. Hardy se refuse à toute stylisation et effet sanglant. La réalisation est quasiment celle d'un documentaire, cherchant à en faire le moins possible. Mais pourtant, elle parvient à instaurer une ambiance qui va être de plus en plus tendue et hallucinée. Sans recours direct au surnaturel, l'étrange se déroule sous nos yeux, en plein jour, sans que l'on arrive vraiment à tout comprendre. Les villageois, joués par des figurants locaux, sont de joyeux Écossais, et les femmes, très souvent blondes, semblent toutes être au sommet de leur beauté, la tension sexuelle devenant quasi permanente. Le bizarre s'insinue aussi au détour de plans où apparaissent des hommes animaux, un œil peint sur un canot, ou une femme donnant à la tétée à son bébé dans un cimetière, un œuf dans la main. Les auteurs ne jouent pas sur le diable ennemi du Christ, mais sur le paganisme qui lui est antérieur, venant hanter le christianisme et se rappeler à son bon souvenir. Le film est pervers dans le sens où il parvient à rappeler que les mêmes thèmes nourrissent le christianisme et le paganisme. Il y a même quelque chose d'étrangement enfantin dans la manière dont tous aiment cultiver l'absurde, ou remettre Howe à sa place. They do love their divinity lessons. But they are naked. Naturally, it's much too dangerous to jump through the fire with your clothes on. Ouais, c'est pas faux.
Et si certaines scènes vous semblent trop absurdes pour être vraies, vous serez surpris d'apprendre que les créateurs de ce film ont mis à profit les années de recherche du scénariste Anthony Shaffer pour ne proposer que des événements ayant réellement eu lieu. D'ailleurs, le compositeur américain Paul Giovanni a composé la bande sonore sur la base de chansons traditionnelles et les a enregistrées avec le groupe folk Magnet. Les paroles de la chanson d'ouverture, Conrigs, sont par exemple extraites d'une ballade du poète du XVIIIe siècle Robert Burns, tandis que le chant de fin est directement traduit d'une chanson traditionnelle du XIIIe siècle. Ces musiques enregistrées avant le tournage donnent un charme particulier au film. Si certaines prêtent franchement à sourire, d'autres donnent lieu à des scènes mémorables, comme ce chant de sirène de l'actrice suédoise Britt Ekland, qui, ici, interprète la séduisante fille de l'aubergiste Willow McGregor. Elle accepta de paraître seins nus, mais 2 doublures du corps ont été nécessaires pour la remplacer sur les autres plans. Malgré cela, sa demi-nudité a vraiment irrité son futur mari Rod Stewart, qui, des années plus tard, aurait tenté d'acheter tous les négatifs du film et de les détruire afin que personne ne puisse regarder sa petite amie nue. Encore une fois, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Puisqu'on en est à parler de cette scène incroyable, j'ai le regret de vous informer que c'est la voix de la chanteuse écossaise Annie Ross que vous entendrez, et non celle d'El-Clan, cette dernière n'arrivant pas à obtenir un accent écossais suffisamment convaincant. Pour en revenir au film lui-même, ce dernier s'amuse à montrer en quoi la pensée judéo-chrétienne n'est que la victoire historique d'une secte parmi tant d'autres. Ici, la marque des anciens dieux est omniprésente, et les auteurs nous montrent des pratiquants de 2 religions antagonistes, chrétiennes et paganistes, se livrant à un dialogue de sourds. La gradation est parfaitement menée, commençant par des chants paillards sur la fille de l'aubergiste reprise en chœur par la communauté, pour se poursuivre par des visions de copulations joyeuses sur les pelouses communales. Au milieu de ces débâcles amoureux, notre héros traverse les épreuves, animé par une volonté de faire qui, si elle peut paraître désuète par moments, force malgré tout l'admiration. Et on se surprend à aimer ce personnage, si réactionnaire qu'il soit, à éprouver une compassion pour cet homme perdu dans ce microcosme qu'il ne comprend pas. Néanmoins, s'il y a bien une performance à souligner, c'est celle de Christopher Lee. Désireux de changer de son rôle habituel de Dracula dans les films de la Hammer, on y revient, Christopher Lee voulait absolument jouer dans ce film si particulier. Il prétend même y avoir joué gratuitement et considère The Wicker Man comme le meilleur film de toute sa carrière. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, préparez vos mirettes. Cette image maintenant gravée dans votre tête, poursuivons. Élément amusant, les rituels païens présentés dans le film se déroulent habituellement au printemps. Mais à cause de problèmes financiers du studio British Lion, la production s'est accélérée et le film a été tourné à la fin de l'automne en Écosse. Le département des arts a dû créer l'illusion du printemps en attachant des fleurs artificielles à des branches nues et en amenant de faux pommiers. Tandis que les membres de la distribution devaient tenir de la glace dans leur bouche pour éviter que leur souffle se voie dans l'air froid. Le film est donc un vrai bijou, tant par son scénario que sa production. Sa subversivité fait de lui un film très contemporain, et c'est un petit miracle de pouvoir en profiter aujourd'hui. Logiquement, de nombreux artistes ont voulu rendre hommage à ce chef-d'œuvre, du Burn the Witch de Thom Yorke de Radiohead, au génial manga Berserk de Kentaro Miura, en passant par la chanson de Iron Maiden. Pourtant, on se serait bien passé de certains hommages. What is that? What is that? What is it? Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! The Wicker Man est un film américano-germano-canadien de Neil LaBute, sorti en 2006. Il s'agit d'un remake du film sorti en 1973, où l'action est transposée aux États-Unis. Et ce film est génial. Génialement nul. Les intentions de départ étaient pourtant louables. Nicolas Cage avait vraiment envie d'insuffler à The Wicker Man un peu de l'esprit d'Edgar Allan Poe. La première fois que j'ai rencontré Neil, j'avais apporté avec moi le poème Le Corbeau et un exemplaire des histoires de Poe. J'avais vraiment envie de créer cette ambiance d'horreur gothique. Pour autant, le film n'est pas violent gratuitement. C'est plus une question d'atmosphère et de la qualité inquiétante des personnages et de l'endroit. Mais honnêtement, après avoir vu le film, on ne peut pas prendre cette ambition au sérieux. Cage lui-même a reconnu plus tard que le film était absurde, et quand on lui a demandé quel rôle de sa carrière il aimerait revisiter, Cage a répondu «
Je voudrais rencontrer l'un des grands cinéastes japonais, comme le maître qui a créé Ringu, et j'aimerais emmener The Wicker Man au Japon. Sauf que cette fois, il est un fantôme. Intéressant, Cage, intéressant. Le réalisateur du film original, Robin Hardy, avait exprimé son scepticisme quant au remake d'Hollywood et avait demandé à ses avocats de faire retirer son nom de la campagne promotionnelle du remake. Christopher Lee a par ailleurs commenté « Je ne crois pas au remake. Vous pouvez donner une suite à un film, mais refaire un film avec une telle histoire et un tel succès n'a tout simplement aucun sens. » Bref, je parle, mais au final, qu'est-ce qui ne va pas avec ce remake ? C'est le gros problème. Tout l'intérêt du film original réside dans sa perniciosité, son caractère étrange et l'indicible menace qui y plane. Tout est sous nos yeux sans que l'on comprenne de quoi il en retourne. Tandis que dans le remake, tout est dit, pas besoin de vous poser de questions. Par exemple, lorsque les joyeux écossais affirment que c'est une propriété privée et font mine de ne pas reconnaître la fille disparue, on comprend qu'il y a quelque chose de louche. Alors pourquoi dire explicitement « Ces gens-là sont particuliers, je tiens pas à perdre ma clientèle. On n'aime pas tellement être dérangé chez nous. » Pourquoi les rendre si inhospitaliers dès leur introduction? Cela ne laisse pas de place à la nuance ni à la gradation. On se retrouve avec des scènes d'une stupidité abyssale où Cage semble bien être le seul à ne pas se rendre compte du danger. Y a quoi dans votre sac? Un gros requin peut-être? Un autre exemple pourrait être le fait d'avoir voulu donner une raison aux motivations du personnage principal. On assiste en effet à la mort assez étrange d'une mère et sa fille au début du film. Notre héros n'est donc plus défini par ses convictions et on ne le découvre plus au fil de ses actions. Il nous est présenté comme le gentil flic solitaire. Cet aspect manichéen fait perdre au côté étrange du film, puisqu'il nous ramène à une morale où gentils et méchants sont trop clairement définis. L'écriture est totalement à la ramasse et on oublie tout ce qui fait la sève de la version de 73. Les clichés se suivent et on les regarde passer tantôt avec lassitude, tantôt amusement. Pêle-mêle, on a le cliché du téléphone qui sonne et personne qui répond. Le cliché des jumelles qui revient 1, 2 et 3 fois. Bon, là je dois avouer que j'ai presque trouvé l'idée intéressante. Les habitants seraient tellement dans l'entre-soi qu'ils finiraient par se ressembler. Mais encore une fois, on a un gros problème de subtilité. Les jumelles en sont même rendues à parler en même temps. On a aussi des screamers incessants qui deviennent franchement drôles tellement parfois ils sont forcés. Ah oh nom de Dieu! Ah oh nom de Dieu! Bref, j'aurais aussi pu vous parler des voix d'enfants qui disent des trucs qui font peur, mais j'ai préféré vous garder quelques surprises. En résumé, on ne croit pas à cette île ni à ses habitants. Le réalisateur Neil Labute a inutilement cherché à complexifier l'intrigue avec notamment le personnage rajouté de l'ex-petite amie du policier, interprété ici par Kate Behan. Cette dernière l'a quittée alors qu'elle était enceinte pour venir réhabiter sur cette île où elle a grandi. Même si ce nouveau personnage n'a rien à voir avec la tavernière nymphomane du film de 73, ils ont décidé de garder le nom de Willow Woodward. Une autre erreur selon moi serait d'avoir voulu transformer la secte païenne par une secte féministe, matriarcale. Je ne sais pas vraiment quel est le terme consacré, mais le résultat est plus sexiste qu'autre chose. Pour faire simple, les hommes sont des êtres inférieurs qui ne servent qu'à la reproduction. Les bébés garçons étant tués à la naissance, on se demande comment ont survécu ceux que l'on voit. Pour couronner le tout, les hommes sont interdits de parler, ce qui donne droit à des scènes qui, personnellement, me font beaucoup rire. J'ai besoin de votre aide. Alors vous m'entendez? J'ai besoin de votre aide. N'ayez pas peur. Dans le film original, on apprend que le paganisme a été apporté sur l'île par le père du personnage de Christopher Lee, et qu'il s'en est servi pour asservir les habitants. Il y avait donc un réel discours sur l'utilisation qui peut être faite de la religion et l'artificialité des origines et influences sur la vie humaine de toutes les croyances, quelles qu'elles soient. Dans le remake, changer ce discours avec une secte de femmes n'apporte rien au récit. Pire, il le dessert en décrédibilisant une fois de plus les habitants de cette île. Et c'est dommage, ce parti pris aurait certainement gagné en consistance s'il ne se résumait pas à des scènes de rabaissement. Et puis il y a les abeilles. Ah, les abeilles. La société matriarcale par excellence. Qu'est-ce qu'une ruche si ce n'est un endroit où la reine assure la survie d'une colonie de femelles travailleuses et de quelques mâles? Sur ce point, je vous invite réellement à lire l'excellent article de Jonathan Fruoco en description.
Il y fait lui aussi une description bien plus poussée que la mienne sur les deux œuvres, mais attention, veillez bien à avoir vu les deux films avant. La réalisation est vraiment lisse. Bien souvent, ce sont des chants contre chants en plan fixe, où quelqu'un parle, on cut sur la réaction de l'autre, puis il continue sa phrase. À l'inverse de la version de 73, aucune musique, aucun décor, ni même la photographie ne viendra marquer votre esprit. Pour ce qui est des costumes, comment dire? Bon, déjà, j'avais adoré ceux de l'original. Un peu cringe, mais totalement raccord avec l'ambiance de l'île. Dans le remake, on a ça. On avait décidé que tu devais m'attendre. Je pouvais pas t'attendre, il fallait que je vienne ici. Nicolas Cage en nounours. Et croyez-moi, les scènes qui suivent ne sont pas plus glorieuses. En réalité, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette réalisation, le rendu est aseptisé, et les compositions de cadres se résument à des plans moyens sans ambition. On ne retrouve pas non plus l'aspect documentaire de l'original, qui rendait l'ensemble si crédible. Bref, c'est raté. On pouvait s'y attendre, les acteurs sont à la ramasse. Si on retrouve bien la talentueuse Ellen Burstyn de L'Exorciste ou Requiem for a Dream, personne ne tire son épingle du jeu. À commencer par l'incroyable Nicolas Cage qui atteint des records de cabotinage. Il y a aussi le personnage de son ex qui vient désamorcer la tension en expliquant tout. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'inconnu reste la meilleure source de suspense. Ce personnage est une aberration. Mais si ce n'était que ça, cette fille est morte de l'intérieur. Et ça crée un contraste assez absurde avec Cage en surjeu. Bon, ce n'est pas très utile de s'acharner, alors concluons. En conclusion, The Wicker Man de 2006 n'est pas seulement un mauvais film, c'est un mauvais remake qui passe à côté de ce qui a fait la sève de son matériau d'origine et se perd dans des sous-textes faussement complexes et misogynes. Le résultat n'en reste pas moins comique. Comme tout bon nanar, on ne rit pas avec le film, mais du film. C'est cruel, mais ça défoule. Il n'en reste pas moins intéressant si tant est qu'on ait vu le film original, puisqu'il permet d'apprécier d'autant plus l'authenticité et les partis pris de ce dernier par effet de contraste. C'est aussi, même si c'est méchant à dire, un moyen de voir ce qu'il ne faut pas faire dans un film. Honnêtement, il est parfois plus enrichissant de voir un échec comme celui-ci qu'un film qui ne fait que cocher les bonnes cases. Enfin, vous avez l'idée. Il ne faut néanmoins pas oublier que si ce nanar a réussi à avoir un tel écho, c'est bel et bien grâce à son matériau d'origine. Je vous ne rabâcherai pas une 50e fois à quel point j'aime la version de 73, sachez seulement que pour ceux qui parlent anglais, la version Director's Cut du film est en description. Pour les autres, je pense qu'une petite recherche vous permettra de trouver votre bonheur assez facilement. En espérant avoir éveillé votre curiosité, salut! Hey